Bonjour et bienvenue à Cannes Technique, le rendez-vous quotidien de la CST en direct du Festival de Cannes. On se retrouve aujourd'hui avec Jérôme Bigger, qui est coloriste senior chez Eventy. Bonjour Jérôme. Bonjour Aurélie et merci à la CST de me recevoir aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Donc on est ensemble pour parler étalonnage. Alors comment est-ce qu'on définit en fait l'étalonnage ? L'étalonnage, pour un film, c'est le côté qu'on ne voit pas forcément mais qui est assez important parce qu'on est là pour embellir ou enlaidir, en tout cas être là pour un directeur de la photographie, un réalisateur, pour harmoniser la couleur, le contraste et donner forme à tout ce qui a été fait en amont en tournage. Donc c'est de l'uniformisation et puis aussi de l'embellissement, comme tu disais ? Embellissement, tout dépend. On veut peut-être pas. Tout dépend de ce qu'on veut pour un film. C'est ce qu'il veut. On veut être beau ou est-ce qu'on veut représenter. Enfin, c'est autre chose. C'est vraiment par rapport à ce que raconte le film. Il faut être là pour le film, pour un directeur de la photographie, pour un réalisateur, pour faire le film. On est là pour rendre le film ce qu'il doit être. Et du coup, c'est un travail qui se fait en étroite collaboration avec le chef opérateur ? Oui, tout à fait. C'est un travail qui se fait avant le tournage, bien avant le tournage, avec des essais. On détermine avec un directeur de la photographie la caméra, si ça doit tourner en numérique, en argentique, parler d'optique, parler de workflow, où va être présenté le film, si c'est une destination cinéma, plus télé, être là pour les essais avec les comédiens, pour voir comment ça se passe, comment réagit des costumes, du maquillage, et ensuite après, pour partir en tournage, d'avoir déjà un look un petit peu défini, une ambiance, pour qu'au quotidien, le directeur de la photographie et le réalisateur puissent avancer ensemble, à travailler l'image sur le plateau, à se challenger même sur le plateau. Voilà, on est là à côté pour accompagner ces personnes et ensuite se retrouver. Le réalisateur se retrouve, lui, en montage avec une image déjà un peu déjà travaillée. Et quand on se retrouve en étalonnage final, on sait avec qui on parle, on a travaillé ensemble et on rend l'image ce qu'elle doit être au film, sans trop faire, sans pas assez faire. Mais voilà c'est un travail qui doit être transparent, mais voilà, juste pour le film. Et du coup, toi, dès en amont, tu vas discuter avec eux en leur disant, voilà, si vous voulez tel rendu, je vous conseille plutôt tel type de caméra, telle optique. Alors, oui et non. Non dans le sens où l'image appartient au directeur de la photographie. Moi, je suis comme un électro, comme un assistant caméra. Je suis là pour le soutenir au quotidien s'il a besoin. Voilà, on est un laboratoire. Je viens du laboratoire Eventy. On est toute une équipe derrière, voilà, pour accompagner, pour qu'un directeur de la photographie se sente comme à la maison. Depuis le début du tournage jusqu'à ce qu'on livre le produit fini. C'est la chose la plus importante à retenir. Voilà, c'est un climat de confiance. Ce sont beaucoup d'échanges. C'est un métier qui se veut dans l'échange quotidien, dans le partage. Et donc voilà, pour construire un film, il y a besoin de tous les acteurs du film, aussi bien sur le plateau que d'être là en post-production à veiller au grain. Au grain, exactement. Et il y a un terme dont on entend énormément parler dans l'étalonnage et même, j'ai envie de dire dans tout le monde de l'image, qui est le HDR. Est-ce que tu peux nous en donner une définition ? Alors le HDR, le High Dynamic Range, on l'entend effectivement beaucoup, de plus en plus, et c'est un mot qui fait peur. Il fait peur pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude de voir des présentations HDR qui éclatent les yeux avec beaucoup de couleurs et qui est vendu comme ça d'ailleurs. C'est tout de suite, il y a beaucoup plus de contraste, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de couleurs. C'est ce qui est vrai et pas vrai en même temps, dans le sens où quand la captation d'une caméra a un volume couleur et
couleur et de luminosité très importante. Et en fait, quand aujourd'hui on regarde un film sur sa télé, d'un DVD ou sur une chaîne télé, on compresse vraiment cette couleur, cette richesse de couleurs que la caméra a à la base. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'aller vers le HDR permet d'être beaucoup plus large et de nous, en tant qu'étalonneurs, de pouvoir avoir une palette beaucoup plus importante et proposer beaucoup plus de choses à un directeur de la photographie qui va se retrouver avec, pareil, une palette beaucoup plus importante. C'est comme si on mettait 4 crayons de couleur, un rouge, un jaune, un vert, un bleu. Et à côté de ça, le HDR, il y a 24 couleurs. Et pour le contraste et pour la luminosité, c'est pareil. Au lieu de partir d'un noir, en SDR, on va partir d'un noir un peu grisé pour arriver à un blanc qui n'est pas complètement blanc, alors que voilà, on peut avoir une palette un nuancier de gris, de noir, gris et blanc beaucoup plus important. Et du coup, puisqu'aujourd'hui on a les moyens techniques de profiter de toute cette plage, est-ce que ça devient une nouvelle norme ? Pour moi, ça devrait être la nouvelle norme déjà aujourd'hui. Malheureusement, les télés ne sont pas équipées, enfin les chaînes télé ne sont pas équipées. Les télés le sont parce que de plus en plus, aujourd'hui, quand on va à n'importe quel revendeur, les télés HDR sont peut-être à partir de 400 €, donc c'est en train de se démocratiser. Les plateformes le proposent déjà, que ce soit Netflix, Amazon, Disney. Voilà, quand on passe directement par la fibre par eux, on a déjà le logo qui se met en place. Donc voilà, c'est quelque chose qui est là, qui est déjà là et qui va perdurer. Et quand on parle d'un film HDR, est-ce qu'il faut le penser dès le tournage ? C'est mieux de penser dès le tournage. Après, la complexité, effectivement, c'est que sur le tournage, on n'a pas forcément les écrans qui vont avec. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver. Aujourd'hui, pour moi, même si un directeur de la photographie n'a pas forcément un écran HDR sur le plateau, il faut qu'il expose son image avec une cellule, et comme il l'aurait fait quand on faisait que de la pellicule. Ensuite, après, rien ne l'empêche de regarder le soir, d'avoir un retour même sur un écran grand public en HDR pour voir s'il y a quelque chose qui gêne vraiment son image. Et est-ce qu'il faut un équipement particulier pour la partie étalonnage du HDR ? Alors, aujourd'hui, pour étalonner en HDR, c'est plus lié pour les plateformes, justement. On étalonne sur des écrans calibrés type Sony BVMX 300, mais ça reste un moniteur de petite taille. L'inconvénient, c'est qu'on est vraiment en train d'évoluer, et les films qui sortent aujourd'hui ne sont pas forcément HDR, ou alors on demande du HDR en toute fin de production, c'est-à-dire qu'on a étalonné sur grand écran, dans une norme SDR. On fait le master qui va bien pour les sorties télé. Et à la fin de cette chaîne, on redemande du HDR, ce qui n'a pas de sens en fait. C'est vrai que le HDR est tellement grand qu'il faut commencer par là pour ensuite redescendre en fait. Qui peut le plus, peut le moins ensuite. Donc voilà, aujourd'hui, oui, il faut un écran spécial pour faire du HDR. Et est-ce que c'est différent du Dolby Vision ? Alors le Dolby Vision fait partie du HDR dans le sens où c'est du tone mapping. Qu'est-ce que le tone mapping en fait ? C'est le gros avantage du Dolby Vision, c'est qu'aujourd'hui, quand je vais faire du HDR sur écran, je vais l'étalonner pour un certain niveau de luminance. Nos écrans de post-production sont à 1000 nits, donc c'est c'est la luminosité quand elle est au mètre carré. Et en fait, les écrans grand public vont être par exemple à 400 nits, donc il va y avoir une différence assez énorme. Si j'envoie mon fichier HDR comme ça,
à 400 nits, il va clipper tout ce qui est au-dessus tout au-dessus de 400, ce que je veux pas forcément. Et le Dolby Vision, lui, permet c'est une puce qui va. C'est un fichier en metadata qui va communiquer avec les télés des spectateurs pour redimensionner ce signal et le mettre, de profiter de tout le signal en fait. Et il y a des contraintes particulières du coup pour étalonner en Dolby? Non, il n'y a pas de contraintes. On peut avoir des surprises, mais des surprises qui sont liées à la prise de vue. Parce qu'on a laissé un projecteur dans le fond, où on se disait bah tiens la fenêtre on va plus avoir le signal derrière la fenêtre, donc on laisse un projecteur comme ça. Mais si on le voit à l'œil aujourd'hui en tant que directeur de la photographie, typiquement on va pas laisser le projecteur, on va changer sa position pour pas le voir. Ce qu'on voit à l'œil, on le verra forcément à l'image. Alors après, en tant qu'étalonneur, on peut faire énormément de choses. Effectivement, on a des outils qui sont très très performants et voilà, c'est un travail qu'on fait ensemble. Mais c'est vrai que si c'est fait des plateaux, c'est quand même plus agréable pour tout le monde par la suite. Et ensuite, pour le spectateur, dans quel environnement est-ce que lui, il arrive à bénéficier en fait de tout ce travail qui a été fait? C'est assez simple dans le sens où quand on va dans un cinéma aujourd'hui ou à la télé, quand on regarde du SDR, on voit une image, un noir qui est complètement grisé, qui peut être un peu grisé, alors qu'en Dolby, il va y avoir un noir et un contraste beaucoup plus important. Après, ça ne veut pas dire que l'image va être beaucoup plus contrastée, ça signifie juste que voilà, on va avoir une espèce de ressenti de profondeur, parce qu'on va gagner, on va gagner en nuances de gris, de noir, de blanc, et ce sera juste plus agréable à l'œil. Et aujourd'hui, c'est vers ça qu'on va en fait pour améliorer l'expérience du spectateur? Pour la télé, oui. Pour le cinéma, on est encore très en retard, malheureusement. Et, après, c'est quelque chose qui va évoluer, puisque comme c'est déjà très, très introduit sur les plateformes, et les plateformes vont pouvoir aussi, je pense, faire des projections cinéma. Je ne sais pas s'il y a des films Netflix cette année à la croisette, je pense toujours pas, mais ça risque d'arriver. Je sais qu'il y a gros débat dessus, mais il n'est pas inintéressant d'avoir un film en HDR dans un futur Cannes. Je sais que ça s'en discute beaucoup pour avoir une belle projection Dolby Cinéma à Cannes. Voilà, bon, après, pour le moment, il n'y a peut-être pas le contenu et peut-être d'autres soucis financiers, mais voilà, c'est quelque chose qui va arriver avec le temps. Et toi, tu es convaincu que dans quelques années, tous les films seront en HDR? En fait, l'avantage, c'est en HD, on a vraiment tellement de nuances différentes. J'ai eu la chance d'aller dans le seul laboratoire Dolby à Londres la semaine dernière, et effectivement, je me suis retrouvé dans la salle. Et avec des images que je connaissais, que j'avais travaillées en HDR sur petit moniteur. Et je suis arrivé déjà, quand ils ont ouvert la lampe, contrairement à un cinéma normal ou même à la salle de projection SDR que j'ai chez Eventi, le noir, il était noir. Enfin, je ne voyais pas d'image, alors que quand on allume un projecteur normal, dans n'importe quel cinéma aujourd'hui, on a un noir relevé, voilà, et c'est comme ça. Et quand j'ai commencé à projeter mes images, j'ai retrouvé tout de suite ce que j'avais eu sur mon moniteur, mais en grand. Et là, c'était un bonheur de voir cette dimension qui s'est créée devant moi, quoi. J'avais pas eu cette sensation quand j'avais étalonné ce même film pour une salle cinéma normale. C'est vraiment... On reste bouche bée, c'est juste waouh. Après, c'est pas du trucage, on remet plein de lumière, on remet plein de couleurs. C'est juste une sensation un peu de 3D en fait. Enfin, je parle pas de 3D de lunettes, je parle vraiment de 3D de relief qui donne l'envie d'être dans le film et d'être happé dans le film.
Et puisqu'aujourd'hui, l'éventail des caméras qui ont des larges plages dynamiques ne cesse de grandir dans tout, j'ai envie de dire dans toutes les gammes, est-ce qu'on peut imaginer que le HDR devienne la norme pour tout type de production? Voilà. Il faudrait, parce que, surtout qu'aujourd'hui, on se bat à faire des allers-retours entre le HDR et le SDR. Donc c'est un espèce de labyrinthe. Un coup, on fait du HDR en premier, après du SDR. Enfin, c'est vraiment... on ne sait pas où on va, et forcément où on va. Et en plus, on crée énormément de fichiers. Un fichier pour le HDR, un fichier pour le SDR, un fichier pour le P3. Un peu. Et en fait, l'avantage d'utiliser un système comme Dolby aujourd'hui permet d'avoir un fichier de base et après de travailler en métadonnées. Et du coup, on se perd moins sur le nombre de fichiers à sortir. Et dans cette recherche de meilleure qualité image et visuelle, quelle est la démarche d'Eventee? Alors, la démarche d'Eventee, aujourd'hui, je suis là surtout pour ça, c'est pour présenter notre future salle Dolby Cinema, que nous aurons, j'espère, d'ici la fin de l'année. Pourquoi? Parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, le HDR pour la télé, c'est rentré un peu dans les mœurs. C'est vrai qu'au cinéma, aujourd'hui, une salle Dolby Cinéma, il y en a 10 en France. Aujourd'hui, pour aller talonner en Dolby Cinema, il faut aller à Londres, chez Dolby. C'est vrai qu'on a on s'est dit pourquoi ne pas présenter ça, ne redonner vraiment un rafraîchissement et un coup vraiment de suivre la technologie pour avancer tous ensemble vers une image plus qualitative. Aujourd'hui, un chef opérateur, on lui demande pour du long métrage de faire du HDR, il va commencer son étalonnage sur un petit écran, alors que jusque-là, il a toujours été habitué à faire des étalonnages sur grand écran. Avec notre système Dolby Cinema, au moins on pourra proposer un étalonnage sur grand écran en HDR, et de ce qu'on disait tout à l'heure, de partir de ce HDR et de redescendre naturellement vers des masters inférieurs, en HDR pour la télé, ou SDR pour des salles cinéma, ou tout ce qui est plateforme, VOD, mais voilà, toujours dans un sens naturel. Parce qu'aujourd'hui, on produit plusieurs étalonnages en fonction de la plateforme de diffusion. Pour la plateforme de diffusion, maintenant, ils demandent de commencer par du HDR, ce qui est tout naturel. Quand je dis plateforme, je veux dire que ce soit une salle de cinéma, une télévision traditionnelle. Après, c'est au bon vouloir des étalonneurs et des directeurs de la photographie. C'est vrai qu'étalonner en HDR apporte d'autres difficultés, et ça, c'est quelque chose qu'il faudra faire très attention. C'est vrai que comme il y a des pics lumineux qui sont plus importants, il y a une fatigue plus importante aussi. Donc parfois, il peut être intéressant de harmoniser un petit peu dans la filiale traditionnelle pour ensuite équilibrer et ensuite vraiment lâcher l'image pour ce qu'elle doit être. Et du coup, le fait aussi que tout à l'heure, tu parlais d'accompagnement même des chefs-op et des réalisateurs, même en amont ou pendant le tournage, le fait que toi, tu sois à temps plein chez Eventee, ça veut dire que, en gros, tu peux être disponible ponctuellement. Voilà, c'est ce que je souhaite, et c'est ce qui est agréable. Enfin, c'est de pouvoir apporter une solution directe à un directeur de la photographie qui est, je sais pas, à l'autre bout du monde, ou même juste à côté, dans la rue d'à côté, de dire j'ai un souci sur cette image, est-ce que tu vois quelque chose, toi, sur ton grand écran? Et c'est vrai que je serai à même en étant fixe chez Eventee, c'est vrai que j'ai la possibilité d'avoir accès à mes images très rapidement et pouvoir lui donner une réponse quasi immédiate. Donc c'est une vraie collaboration. C'est une vraie collaboration, et c'est comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose pour moi qui est important, c'est qu'un directeur de la photographie doit se sentir comme chez lui. Je pense qu'il y a suffisamment de choses à faire pour un directeur de la photographie sur un plateau, à gérer toute une équipe, des conditions de tournage, de lumière,
des problèmes techniques, pour qu'ils puissent s'appuyer sur quelqu'un en post-production pour avoir ça en moins, d'être assuré, parce que au final, ce sera l'image finale qu'on fait au labo, quoi. Et du coup, cette nouvelle salle chez Eventy, elle se destine essentiellement au tournage de fiction? Après, ce sont des moyens techniques. Pour l'instant, oui, effectivement. Après, c'était la salle Dolby Cinéma. Il ne faut pas oublier que c'est une histoire d'image et de son. En général, déjà, l'image est très importante, mais le son est encore plus important. Avec le Dolby Atmos. Tout à fait. Et c'est vrai, salle Dolby Cinéma, c'est une salle avec du Dolby Atmos et du Dolby Cinéma. Et c'est vrai que, je rappelle, le Dolby Atmos, c'est une ambiance avec en 3D qui fait le parcours tout autour du spectateur. Alors après, il ne s'agit pas de dire tiens, on fait une voix derrière, une voix devant, à retourner la tête du spectateur. Non, c'est pas ça du Dolby Atmos, mais c'est vraiment pour donner une ambiance et rentrer le spectateur dans le vif du sujet et vivre une expérience de cinéma. Et c'est pour ça que personnellement j'y crois, parce que le cinéma, on a toujours vécu le cinéma en public, sur grand écran, et c'est vrai que à la Croisette, on le dira peut-être encore plus, voir un Top Gun en Dolby Cinéma, je pense que ça doit être magique. Déjà dans le Palais, il n'y avait pas de Dolby Cinéma, ça avait l'air d'être grandiose. Je pense qu'en Dolby Cinéma, ça prend tout son sens, et on vit une expérience. Et ça participe à l'intérêt d'aller dans une salle de cinéma? Oui, complètement. Aujourd'hui, on fait plein de choses grâce aux plateformes. On voit beaucoup de films, des choses bonnes, d'autres moins bonnes. Mais voilà, on reste chez soi, et c'est pas un spectacle vivant. C'est vrai qu'on a un film comme Dune, on n'a pas envie de le voir sur sa tablette, sur un téléphone. C'est quelque chose qu'on veut vivre au cinéma. Donc c'est des émotions. Après, c'est comme tout, hein. On préfère regarder entre regarder un jeu vidéo sur sa télé, ou aller dans un parc d'attractions, vivre des sensations d'un manège à grand 8. Voilà, c'est un peu la même chose. Et tout à l'heure, tu nous parlais du son et de l'expérience du son. Du coup, chez Eventy, vous avez aussi des salles de mixage. Comment ça se passe? Vous travaillez en parallèle sur le même film en même temps? Là, la chance qu'on va avoir, c'est que comme on a une salle de mix Dolby Atmos, un réalisateur qui viendra faire son étalonnage et son mixage son aura l'opportunité de travailler son son dans son Audi, et ensuite de l'importer directement sans créer des CP dans la salle d'étalonnage pour accentuer des effets et vivre encore plus l'expérience. On va avoir des choses assez incroyables en images, et le son joue tellement dessus qu'un réalisateur va vraiment pouvoir travailler en direct son image sans son, sans passer par un DCP, d'aller le voir dans un cinéma équipé Dolby Cinéma. Je pense qu'il sera ravi. Est-ce qu'on renforce un effet sonore avec de la couleur? Oui, enfin, de toute façon, le son, j'ai déjà eu des expériences où voilà, il y a eu parfois un défaut d'image ou quelque chose qu'on n'arrivait pas à ressortir bien. Et c'est vrai que le son participe tellement que voilà, au son, ils ont rajouté un effet, et ça a fonctionné magistralement. Et toi, quand tu étalonnes un film, tu l'étalonnes en muet ou avec le son? Alors j'aime bien toujours avoir du son à côté de moi, parce que forcément il y a des ambiances qu'on suspecte pas. Mais après, comme je fais des avant-après, avance, derrière, je coupe quand même beaucoup le son. Sinon, c'est infernal. Mais ça contribue à te mettre dans l'ambiance du film? L'ambiance du film, c'est quand on le revoit quelques mois après, une fois que tout est fini. Et que là, on arrive à se mettre dedans. Voilà, quand on a vraiment le son final, parce que c'est vrai qu'en étalonnage, on a quand même plutôt une maquette que le son final. Voilà.
Et là, on parle beaucoup de création de nouveaux films, mais est-ce que tu reviens sur des films qui sont sortis il y a des années? Oui, moi, c'est comme la majorité de mon travail, c'est de remasteriser, d'avoir cette chance de remasteriser tout le cinéma. C'est marrant d'en parler. Enfin, je trouve ça génial d'en parler à Cannes ici, parce que il y a plein de films qu'on a restaurés qui ont été primés à Cannes. Et c'est fantastique de pouvoir travailler sur tout ce cinéma. Et quand je fais un film frais, j'ai besoin je me nourris de ce qui s'est fait dans le passé et vice-versa. C'est vrai qu'aujourd'hui, un film remasterisé, on est en avant sur le HDR. C'est devenu assez commun de sortir un fichier HDR pour les DVD Blu-ray HDR. Et voilà, on a cette expérience depuis 3 ans maintenant, qui est quasiment quotidienne aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les télés, comme on disait, elles sont HDR, et la remasterisation des films, c'est beaucoup pour soit les plateformes, soit pour du Blu-ray, et on gagne tellement en volume de couleur que c'est quelque chose de magique. Je vais reciter 2 films que j'ai refait l'année dernière. Bleu et la double vie de Véronique de Kieslowski. C'était impressionnant le gain que j'avais en HDR que je perdais si on était resté en Rec 709 pour un Blu-ray normal. Voilà, c'était magique. Et du coup, on redécouvre des films avec un œil de 2022. Alors, on essaye de rester fidèle. Moi, je sais que dès que je peux avoir une copie d'origine, je travaille avec, je peux me la projeter, et j'utilise justement mes outils HDR à côté pour rester cohérent par rapport à ce qui était fait. Et c'est pas parce que voilà, c'est une copie 35 et que j'ai du HDR que je suis obligé de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Et est-ce qu'on est influencé par toute la culture du moment? Est-ce qu'il y a des modes dans l'étalonnage? On suit forcément des modes. C'est vrai qu'aujourd'hui, un film avec beaucoup d'effets spéciaux, on va peut-être avoir un peu plus de problèmes techniques à mélanger du HDR avec des fonds bleus, avec de la projection. Donc on va peut-être faire des choses peut-être un petit peu moins saturées. On va peut-être moins se libérer sur certaines couleurs pour que ça passe mieux, surtout quand il s'agit je vais parler de Marvel par exemple, voilà, il faut que je pense qu'il y ait une petite continuité sur les films. Après, ça dépend des réalisateurs, mais je pense qu'il faut que ce soit estampillé un petit peu pareil. Donc voilà. Et chez Eventis, il y a d'autres services que vous proposez? De toute façon, on propose vraiment tout du début à la fin de la post-production. C'est-à-dire qu'on est là dès les essais jusqu'aux livraisons des contenus pour les chaînes télé, pour les Blu-ray. On fait les Blu-ray, le touring, le son, enfin tout ce qui est son, image, sauvegarde aussi, qui est très, très important. Et quelque chose qui nous tient très à cœur aussi, c'est tout ce qui est pellicule, le développement 35-16, qui est quelque chose qui est magique. Et on est très content de voir que beaucoup de chefs opérateurs reviennent vers la pellicule. Voilà, parce que c'est quelque chose d'organique, qui a une vraie vie, qui a une vraie valeur et qui est apprécié de beaucoup de monde. Voilà, après, comme je dis toujours, pas de préférence entre l'argentique et le numérique. L'argentique, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on travaille. Voilà. Le numérique, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas encore d'identité, donc on aime ou on n'aime pas. Il y a des personnes qui sont absolument contre le numérique, je peux comprendre. D'autres qui, au contraire, qui veulent plus toucher à l'argentique et qui peuvent reproduire exactement la même image que l'argentique. Et d'autres qui s'approprient le numérique, voilà, en développant un esthétique propre à eux-mêmes. Et est-ce que ton travail est différent en fonction du support à la base, de si c'est de l'argentique ou du numérique? Non, parce que je pense qu'avec du numérique, je peux complètement reproduire de l'argentique aussi bien
en changeant les courbes, colorimétrique à me rapprocher de la pellicule que tricher à rajouter un grain que j'aurais extrait de la pellicule. Donc on est un peu magicien. Donc voilà. Et ben, c'est voilà. un très bon... Vas-y, je te laisse finir. Et pardon. voilà, et ce que je voulais dire aussi par rapport au Dolby, Dolby, les solutions Dolby que j'apprécie beaucoup, et qu'on va essayer de mettre en valeur, c'est vrai de commencer par rapport au Dolby Cinéma, essayer de commencer très 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 grand. Il y aura une chaîne qui aura une vraie continuité pour finir aussi bien au cinéma que sur une tablette, sur un téléphone, une télé. Enfin, c'est vrai que même pour une production, se sentira un peu rassuré de voir une image qui sera en continuité. Donc voilà. Et ça, du coup, c'est la nouveauté de la fin de l'année? Ouais, je pense. Je pense après, ça demande à faire ses preuves, hein, bien évidemment, et il y a encore beaucoup de choses à étudier, mais oui, enfin, c'est la volonté, et c'est la volonté de travailler aussi en étroiteté avec Dolby, justement, ou aussi les solutions d'étalonnage comme Filmlike, qui sont très proches de nous, et ça va être un vrai échange, parce qu'on a tout à y gagner, mais ils ont tout à y gagner aussi, donc c'est vraiment un partage qu'on doit avoir ensemble, et c'est quelque chose qu'on doit avoir aussi avec les autres laboratoires, parce que on fera pas tous les films, et heureusement qu'on fera pas tous les films, mais pour moi c'est important qu'un étalonneur qui travaille dans un autre laboratoire, s'il fait son étalonnage HDR dans son laboratoire, s'il doit finir en Dolby Cinéma, il faut qu'il se sente aussi en confiance de venir chez nous, voilà, avec des fichiers, un workflow adapté, et qu'on puisse travailler conjointement, qu'il puisse venir en salle et étalonner voilà, sans crainte, et que lui, son réalisateur, son directeur de la photographie, voilà, soit pleinement satisfait Sans avoir besoin d'aller à Londres. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un travail d'échange, et je pense qu'il faut vraiment qu'on aide le cinéma français à avancer conjointement. Et je pense j'espère qu'on pourra faire, dès qu'on aura la salle de disponible, faire des masterclass, aussi bien avec des directeurs de post-production, des chefs opérateurs, des étalonneurs, enfin des réalisateurs même, pour pouvoir promouvoir et montrer que voilà, c'est juste quelque chose de naturel. C'est pas, il faut pas en avoir peur, il faut pas rester dans l'idée qu'on a aujourd'hui, et l'idée qu'on traîne depuis quelques années, de dire voilà, oh, ça va exploser les yeux, c'est surtravaillé, non, faites une belle image au tournage, exposez correctement la caméra, et derrière vous allez voir un produit qui sera dans vos attentes, et même plus que vos attentes, et qui perdurera dans le temps, avec toutes les sorties qu'il y aura à faire derrière. Et est-ce que dans quelques années, on verra une image SDR comme on regarde aujourd'hui une VHS, en disant plus jamais on pourra regarder ça? Je sais pas, on en rediscute dans 10 ans. Et bon, on se retrouve dans 10 ans alors. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. On va passer aux questions éventuelles, s'il y en a. Eh bien, écoute, c'était peut-être limpide. Si personne n'a de questions à poser. Oui. Alors, il y a une question qui concerne les équipements à Londres. Alors, je connais pas les salles Dolby à Londres. Là, j'étais vraiment chez Dolby dans leur salle d'étalonnage, en fait. Donc, là, ils sont à Soho. C'est vraiment c'est à Soho. C'était la seule salle sur le continent. Enfin, qui n'est pas sur le continent, justement. C'est la seule salle Europe. Voilà, où on pouvait faire de l'étalonnage Dolby. C'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir ça en France, c'est un gain pour nous, Français. On a énormément de chance, et voilà, ça va être ouvert aussi bien aux Européens qu'après, voilà, un film américain. Il y a beaucoup de films américains qui viennent se tourner en France. On a la chance d'en voir beaucoup en photochimie, enfin développés en 35 chez nous, comme Wes Anderson qui est assez fidèle. Voilà, pourquoi pas finir
chez nous, voilà, parce qu'on a une salle Dolby Cinéma et que ça peut être intéressant de faire travailler les Français. Est-ce qu'on a une autre question? Non, j'ai pas l'impression. Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Et nous, on se retrouve encore demain, toujours à la même heure, pour un nouveau Cannes Technique qui, cette fois, va parler du bilan carbone des productions, ce dont on aurait pu parler aussi. Ouais. Mais ce sera le sujet demain avec Cédric Lejeune de Workflowers. Merci beaucoup.